Bonsoir à tous et bienvenue dans le Canacast. Ce soir, on reçoit les deux frères de chez Utoplante, Charlie et Manu. Ils vont nous parler de leur vision de l'industrie du CBD, de leur façon de travailler. Donc, je vous laisse vous présenter, les gars. Eh ben, salut Yann, merci pour l'accueil déjà. Et puis salut à ceux qui suivent ce live. Je vais commencer du coup, puisque j'ai pris la parole. Moi c'est Charlie. On est frères avec Manu, on a 33 ans. On a monté Utoplante depuis quelques années déjà. On a commencé les premières expérimentations depuis à peu près 2018, et puis on a monté réellement Utoplante, en tout cas sous la structure actuelle, fin 2020, début 2021. Voilà, on est à la base pas forcément issu du milieu horticole ou agricole en tout cas. On a des parcours un petit peu différents. Moi je suis pour ma part tombé dans le champ, dans la partie chanvre, surtout sur la partie médicale. Où bah, j'ai dû gérer des petits soucis de santé. Donc, du coup, j'ai vraiment expérimenté la plante alors qu'à la base, j'ai pas spécialement d'affinité avec. Bon, hormis bien sûr les petites réjouissances quand on est jeune, classiques. Voilà. Et puis voilà, c'est vraiment le test du produit qui m'a fait dire qu'il y avait vraiment quelque chose à faire avec cette plante de fou. Sur la partie sport, etc., parce que je fais beaucoup de sport. Sur la partie santé. Et donc voilà, l'idée a germé au fur et à mesure et puis on a créé Utoplante il y a quelques années. Et du coup, moi, pour ma part, je cultive la plante depuis à peu près 10 ans. Heu, Depuis que j'ai eu la possibilité de le faire, je l'ai fait. Et hem et du coup, je suis plus sur la partie, technique, on va dire, entre guillemets, sur la partie production, pépinière, sélection et cetera. Et voilà, donc on se complète bien aussi. Donc, finalement, C'est en fait, l'avantage. toi, Manu, t'es plus sur la partie technique et culture, et Charlie, lui, va plus être sur Ouais, l'aspect exact. commercialisation, donc contact client, quoi. Les huiles, les baumes, heu, les Recherche de autres nouveaux expos, produits, le développement de nouveaux Donc développement. produits, ouais. commercial Et puis et commercial aussi, ouais. sur la partie recherche et développement, quoi. Avec un focus sur les produits en dehors des produits vaporisables ou fumables. Ouais, après, du coup, j'ai j'ai vraiment développé un petit peu ce sujet parce qu'à la base, la première chose que j'ai cherché à développer pour cette partie-là, c'est l'huile sublinguale. Donc, on a travaillé pendant assez longtemps pour développer, pour sortir notre huile sublinguale. L'objectif, c'était vraiment de quelle est la meilleure efficacité possible. Et donc, j'ai commencé par travailler là-dessus. Et puis, de fil en aiguille, voilà, j'ai passé des nuits à lire des études scientifiques de plein de domaines différents pour travailler là-dessus. Et puis, c'est quelque chose qui me plaît. Donc, je me suis vraiment mis là-dedans. Et puis, la deuxième grosse partie dont je m'occupe, c'est la partie commerciale. Ouais. Ok. Et du coup, vous me disiez tout à l'heure que vous aviez bossé dans des domaines qui étaient différents du cannabis, et c'était dans quoi? Alors, rien à voir. Enfin, d'ailleurs, tous les deux, on est issus du même domaine à la base. Enfin, en tout cas, on a fait des études dans le même domaine. On a bossé aussi dans ce domaine-là. Donc, on est tous les deux ingénieurs en bâtiment et travaux publics à la base. Donc, moi, j'ai travaillé pendant 5 ans pour un promoteur immobilier. Euh, c'est vraiment un métier qui m'a plu. C'est vraiment quelque chose que j'aime et que j'aime toujours d'ailleurs. Mais voilà, il y a aussi la notion de quête de sens. Le Covid aidant, etc., il y avait vraiment la volonté de faire quelque chose qui ait plus de sens, en tout cas pour ma part. Je pense que c'est aussi le cas pour Manu d'ailleurs. Et Ouais, voilà, faire ouais. quelque chose qui soit vraiment utile, qui soit plus ancré dans le concret, dans vraiment quelque chose qu'on puisse apporter de concret. Ce que je retrouvais plus forcément dans mon boulot, même si ça me plaisait. Et voilà, un jour on s'est dit, allez, go, on y va, feu. Et puis voilà.
Et toi, du coup, Manu, je Ouais, pense puis, que de ce que je sais, c'est plus le côté passion qui t'a attiré ouais, vers là. c'est ça. Et puis, si tu veux, bah, comme Charlie, j'ai taffé dans pas mal plutôt moi sur la partie travaux publics, donc pas pour en promotion immobilière, mais plus sur des chantiers de travaux publics. Et, hum, et si tu veux, j'ai eu l'occasion de voyager en Afrique, où j'ai aussi redécouvert la plante sous un autre jour que celui qu'on peut connaître en Europe avec la prohibition et où on la connaît surtout pour, euh, enfin, tu vois, dans un système qui est prohibitionniste, tu la connais surtout pour la fumette et puis la défonce. Et, et à l'époque, surtout à l'époque, tu vois, les aspects construction, etc., et vraiment médecine pure, tu la connais pas vraiment ce jour-là en France. Et du coup, quand je suis arrivé en Afrique, tu vois, c'est vraiment c'est une plante qui est ancrée en tant que plante médicinale, comme ça peut l'être pour la sauge ici, ou pour la menthe, ou pour l'arnica, tu vois. Et ça te permet de voir la plante d'une manière différente, enfin, d'appréhender la plante sous un autre jour, en fait. Et donc, j'ai vraiment redécouvert la plante complètement différemment, même si c'est une plante que du coup je cultivais. J'étais quand même déjà passionné par la plante et tout, mais ça m'a fait comme si tu découvres un nouveau monde, tu vois, alors que tu crois connaître plein de choses dans ce truc-là. Et c'est, je pense, aussi pour ça que enfin, que je me suis mis à faire du CBD et d'abord des plantes plutôt équilibrées, alors qu'au départ, je faisais plutôt des plantes type 1. Et, mais du coup, tu vois, c'est un parcours de découverte, si tu veux, qui a évolué avec le temps, quoi. Et j'allais là-bas, tu vois, pour un chantier, on branchait de l'eau potable dans des villages en Afrique. Donc c'était en Ouganda, à Kampala. Et puis du coup, j'ai redécouvert vers la plante là-bas. Et quand je suis rentré, du coup, je me suis beaucoup plus intéressé à l'aspect du coup génétique. Pourquoi est-ce qu'il y avait des plantes équilibrées et d'autres non? Et c'est comme ça que je me suis mis à essayer de sélectionner des plantes et tout, et j'ai jamais arrêté du coup. Voilà. Et c'est un peu ce qui nous a amené là, parce que du coup, on se rejoignait avec Charlie avec une envie de trouver un peu plus de sens dans ce qu'on faisait et tout. Et, et du coup, moi de mon côté, techniquement, j'étais prêt. Enfin, j'avais l'impression d'être prêt. Du coup, on en apprend tous les jours, donc finalement, j'ai toujours l'impression d'être en retard. Mais, mais ouais, c'est un peu ça qui nous a lancé dans le truc. Et puis, on s'est pas posé beaucoup de questions, quoi. Et du coup, ma prochaine question, ça va être comment elle s'est passée votre rencontre avec le cannabis, dans quel cadre, et votre première rencontre marquante. Moi, la première fois, je sais pas, je devais avoir 15-16 ans dans un skatepark avec des amis. Et voilà, j'ai fumé un joint comme tu peux le faire quand tu es adolescent partout dans le monde. Je pense que ça se passe à peu près comme ça. Ouais. Et puis, et puis voilà, mais l'expérience n'était pas non plus folle au départ, la première. Mais après en fumant plus régulièrement et en essayant de plus apprécier à la fois les arômes et surtout l'effet, après c'était plus intéressant par la suite, forcément. Mais je pense comme beaucoup de monde. Et bah, moi de mon côté, ouais, c'est à peu près, similaire. Voilà, festivités entre amis, où on se dit, «Tiens, si on allait ce week-end à Amsterdam», par exemple. En l'occurrence, moi, c'était ma première vraie expérience. Je parle pas des petites choses avant, mais le truc qui m'a vraiment marqué. Donc, week-end à Amsterdam entre potes. Et puis, donc ça, c'est vraiment mon premier contact, mon vrai contact avec la plante. Après, c'est pas ce qui m'a marqué le plus. Ce qui m'a vraiment marqué le plus, c'est ce contexte. Voilà, à l'époque, on était en 2019.
Donc c'était vraiment sur la partie CBD où, bon, à l'époque, en 2019, il y avait quand même pas grand-chose qui existait là-dessus. Donc j'ai commencé, à la base, franchement, même si je connaissais le cannabis, enfin, en 2019, moi je me disais, voilà, le CBD, c'est une tourtelle, voilà, ça change, enfin, ça fait pas grand-chose, quoi. Voilà, c'est ça. Et en fait, donc pour gérer ces soucis de santé, donc c'est ma conjointe en l'occurrence qui avait des gros soucis de santé, qui cherchait vraiment un moyen de réduire significativement ses anti-inflammatoires parce que ça commençait à lui créer de nouveaux problèmes de santé par-dessus celles qu'elle avait déjà. Donc sur des maladies assez lourdes. Et du coup, je me suis vraiment dirigé sur ce côté pas du tout fumette parce que c'est pas quelque chose qui lui correspondait. Avec son taf, etc., c'était pas compatible. Et du coup, il y avait vraiment le CBD qui commençait à émerger. J'ai cherché vraiment l'huile la plus propre, entre guillemets, qui existait à l'époque, ce qui lui a donné des résultats franchement intéressants. Même s'il y avait moyen de pousser le truc, à mon sens, c'est là le début de mon expérience sur la plante et du démarrage du top plante, on va dire. Et puis après, moi, je l'ai testé aussi sur moi-même parce que bah, dans la vie de tous les jours, je fais déjà beaucoup de sport. J'ai vraiment enfin, eu des effets dont je m'attendais absolument pas en testant le produit, sur la récupération, sur le sommeil, sur le stress aussi. Concrètement, ça m'arrivait d'en prendre le matin avant d'aller au taf. Et juste, ça me correspondait parce que ça me permettait juste de descendre d'un étage sans aucune notion psychotrope et juste d'être plus efficace dans ce que je faisais et d'être plus serein dans ma façon de vivre les choses. Donc ouais, là, c'est vraiment l'expérience en tout cas qui m'a le plus marqué. Clairement, c'est celle-là. Ok. Voilà. Du coup, là, on va passer sur la partie haut, sur votre parcours dans l'industrie. Et bah moi, ce que je voulais savoir, c'est bah, du coup, Manu, tu disais que tu avais eu l'occasion de culter avant. Et Ouais. je me demandais, qu'est-ce que ça a été pour toi la difficulté quand vous êtes passé sur une plus grosse échelle? Euh, Bah déjà, enfin, si tu veux, c'est pas la même organisation. Quand tu fais 5 plantes dans ton jardin et quand tu fais enfin 5 ou 20 ou 30 plantes dans ton jardin et quand tu en plantes 600, tu vois. C'est vraiment pas la même manière d'appréhender les choses et tout. Si Déjà, tu peut-être plutôt, veux, pardon. Je me ouais, permets juste de couper, juste que les gens comprennent, parce que quand on parle de volume, effectivement, nous on produit depuis quelques années, mais notre modèle, pour que les gens puissent bien comprendre, ça reste de produire en petite quantité, avec un objectif qui reste pour nous toujours le même et qui restera le même pour la saison qui vient, pour les saisons à venir, c'est toujours de chercher la qualité la plus haute possible. Donc, pour nous, l'objectif, c'est pas forcément d'augmenter la production, même si on l'a fait depuis nos débuts, forcément, on a augmenté en production. Par contre, le sujet, c'est de surtout pas augmenter tant qu'on n'est pas en capacité de gérer une qualité optimum, quoi. Voilà. Désolé pour l'aparté, mais ça me semblait Non, mais important de c'est bien préciser. de le préciser. C'est vrai que ça peut prêter un peu à confusion quand je c'est parle pour, de c'est pour ça que tu vois que changer Charlie d'échelle. s'occupe Mm. plutôt de la partie commercialisation parce qu'il va beaucoup plus droit au but et moi je me perds un peu plus. Mais c'est cool. Du coup, ouais, ce que je disais, moi, tu vois, c'est l'aspect technique du coup. C'est que bah, quand tu as deux plantes, tu peux les faire sécher dans une petite box d'1 mètre carré. Et, et si tu commences à cultiver même 200 plantes, bah, tu es obligé de t'organiser complètement différemment. J'ai l'impression que c'est un truc qui revient beaucoup, ça, que les premières années, tu sous-estimes la capacité, enfin, de l'espace dont tu as besoin pour faire Ouais, le séchage, et il y en a beaucoup qui se retrouvent dépassés par les événements en fin de saison. ouais, ouais, tout à fait. Bah, nous, on a la chance, entre guillemets, même les premières saisons, moi, j'avais déjà cultivé un peu plus que deux plantes. Et du coup, euh, tu vois, je connaissais déjà un peu la façon de s'organiser, en tout cas pour les séchoirs et tout. Euh, Après, je peux comprendre que c'est sûr que quand tu passes vraiment de deux plantes à, à 600 plantes, ça va très vite d'être perdu, quoi.
et c'est normal, en fait. Bah Et ouais, c'est ouais. normal et je pense que ce qui est important, c'est de vraiment d'augmenter graduellement pour avoir le temps, tu vois, de t'adapter, de comprendre, ce que tu fais, où tu vas et pour pouvoir maîtriser, ton système de production et puis faire de la qualité, quoi. Ouais, ouais, c'est sûr. Et puis oui, Je pense que c'est aussi sur ça ce qui est que tu important. dis sur ce que tu dis, Yann, c'est clair on entend souvent des producteurs parler de ça. Et il y en a parfois qui se lancent sur des tests entre guillemets, mais qui sont des tests sur beaucoup trop de plantes. Et c'est clair que, enfin, si tu veux sortir un produit qualitatif à la fin, la production, c'est une chose, c'est essentiel. Mais entre guillemets, enfin, tout le monde a la capacité même tout seul, de faire un hectare, juste de faire pousser des plantes. Alors, de la bonne manière, ça nécessite de l'expérience sur ta génétique en question, enfin, une vraie maîtrise technique. Mais derrière, si tu peux produire de la meilleure des manières que tu veux, si tu n'as pas une vraie maîtrise des conditions de séchage, de ton curing et de la rapidité de traiter le matériel pour pas que ça traîne, entre guillemets, que ça perde en terpènes, etc., bah, en fait, tu te tires une balle dans le pied et surtout, tu tues, entre guillemets, le résultat que tu as mis toute une année à faire pousser, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, la Donc, post-prod est aussi ouais, c'est importante que la essentiel. production, quoi. Ouais. Ok. Du coup, vous avez quelle vision sur la production de CBD française à l'heure actuelle? Vous pensez quoi? Qu'est-ce que vous pensez, quoi? Bah, clairement, enfin, cette année, en tout cas, sur la saison 2023, on sent qu'il y a qu'il y a une vraie, enfin, que j'allais dire le marché, mais c'est la partie production en tout cas qui a pris vraiment, parce que bon, je vais distinguer la partie production de la partie vente, shop, etc. Mais sur la partie production, on sent vraiment, et je pense que vous le sentez aussi à votre niveau, parce que vous voyez le résultat des productions, mais clairement, en termes de qualité de prod française, ça a vraiment augmenté par rapport à la saison précédente, quoi, la 2022. Et ça, c'est cool. C'est aussi voilà, les bonnes pratiques, les gens qui affinent un petit peu leur méthode de travail en production, qui travaillent des génétiques adaptées, etc. Et ça, ouais, il y avait un vrai gap qui a été franchi par rapport à 2022. Et ensuite, sur la partie vraiment, on va dire, marché, moi je trouve, et je suis assez surpris d'ailleurs, on le constate encore récemment, les jours derniers, quoi. Je suis assez surpris de la maturité qu'ont pu prendre les clients finaux, entre guillemets. Moi, je ne m'attendais pas à ce que ça se fasse si vite, mais aujourd'hui, les clients, donc on a des shops qui viennent nous voir, avec lesquels on ne travaillait pas forcément avant. Mais ça, c'est fait, enfin, ça se passe parce que le client final, il réclame un produit français, il réclame un produit de qualité. C'est aussi, voilà, à travers la Platinium, ça met en lumière aussi qu'il y a des productions françaises de qualité, de très bonne qualité, de plein de producteurs différents partout en France. Et ça, c'est cool parce que ça arrive aux oreilles des consommateurs et c'est finalement eux qui guident le choix des shops. Parfois même, il y a des shops qui étaient hyper dubitatifs quand on venait les voir avec un produit entre les mains, etc. Et puis cette année, qui viennent nous voir, on va dire, en courant presque. J'exagère le truc, mais on connaît tous ça en tant que producteur. Et c'est cool parce que ça montre une évolution du marché et ça va dans le bon sens. Mais tu penses que c'est vraiment le consommateur final? Moi, je me pose aussi un peu la question parce qu'on voit clairement que du côté des boutiques, il commence à y avoir un engouement pour la production française. Ouais. Mais je me suis toujours posé la question en fait parce que j'ai eu l'occasion des fois de traîner dans des CBD shops, de discuter avec les gens et j'étais assez surpris en fait du peu d'intérêt que pouvaient porter les clients aux produits en fait et qui cherchaient, et je les blâme pas, tu vois, chacun voit les choses comme il veut, mais qui cherchait plutôt juste un produit, bah, il avait envie de fumer, et il se posait pas tellement la question de la provenance, comment, des méthodes de culture, et je sais pas, tu vois, si est-ce que c'est les shops qui ont lancé la dynamique ou si c'est vraiment les clients, tu vois, qui ont poussé Je les pense, magasins, tu vois. ouais, je pense qu'il y a un peu des deux, en vrai. Il y a le client final, enfin,
Effectivement, tu as raison. Je pense que c'est une partie, une fraction des clients, des consommateurs qui ont conscience de ça, qui ont entendu parler pour une partie de production française de qualité, etc. Et donc qui le réclament. Et puis, il y a aussi les CBD shops. Bah, forcément, tu es professionnel du milieu, donc tu te renseignes, enfin, tu as beaucoup plus d'informations qui t'arrivent qu'un client lambda qui franchit juste les pas d'un CBD shop. Et en général, il change pas beaucoup de CBD shop quand il a ses habitudes. Donc je pense oui, c'est clair que les CBD shops, ils ont aussi, en tout cas les patrons, les gérants, ce que tu veux, ils ont aussi beaucoup plus d'informations qui leur remontent. Il y a aussi des fleurs qui circulent. Tu vois, on voit des podcasts qui tournent à droite à gauche, on voit des lives qui tournent à droite à gauche, etc. Et ça amène de l'information, c'est cool, on voit les résultats. Et aujourd'hui, on est, nous, en tout cas, pour notre part, sollicités parce que bah, enfin, les magasins, que ce soit des CBD shops, des tabacs ou autres, veulent des fleurs de qualité à pouvoir proposer à leurs clients. C'est ça, aujourd'hui, presque leur plus grande peur. Et aujourd'hui, c'est presque ça. On en est presque là. Moi, je suis assez surpris. Alors, c'est une vision qui est de notre petite fenêtre. Je ne sais pas si c'est la réalité de ce que tout le monde rencontre. Mais en tout cas, nous, aujourd'hui, la préoccupation de nos clients, c'est d'avoir des fleurs de qualité à proposer à leurs Hmm. clients sur toute l'année, ce qui n'est pas garanti aujourd'hui. Et je vais raconter une petite anecdote pour. Bon, je pense que par rapport à ce que tu disais, je pense que l'analyse de Charlie, elle est, à mon avis, pertinente. Moi, en tout cas, je suis pas sur le terrain de la commercialisation, donc. Mais par contre, j'ai le souvenir de nos tout débuts et quand on essayait de démarcher nos premiers shops. Donc ça, c'était 2021, parce qu'avant ça, on ne travaillait pas avec les professionnels. Euh, mais en gros, moi, si tu veux, je vais dans des shops et je me rends compte très vite que production française, Compolti, foin. C'était ça, tu vois. Il y avait un triangle, c'était production française, Compolti, foin. Et nous, c'est pas ce qu'on faisait, tu vois. Moi, dès le départ, j'ai sélectionné d'autres choses parce que je suis un amoureux des terpènes et je voulais autre chose. Donc, tu vois, tu es confronté à un truc où la vision, c'est celle-là, c'est pas ce que tu fais, mais comme tu es producteur français, ben, tu es dans cette case-là, et quoi que tu racontes, c'est ce que si tu veux, c'est ce qui était compris de ce que tu faisais. Et souvent, techniquement, c'était pas toujours évident d'expliquer ce qu'on faisait parce qu'on était confronté à des gens qui connaissaient pas notre métier, tu vois. Donc, tu lui expliquais que tu avais sélectionné, etc. Pour eux, tu avais sélectionné sur de la Dueca 88, basta quoi. Donc, c'était pas facile. Et le premier shop qu'on a rentré, je suis allé à côté de chez nous et aujourd'hui, c'est un gars avec qui je m'entends super bien. Euh, un gars avec qui c'est hyper agréable de travailler, tu vois. Euh, j'ai fini par lui dire, écoute, on va pas se prendre la tête, je te file 30 grammes, tu les vends, je te les donne. T'as rien à perdre. Je lui dis, tu les vends, tu verras, tes clients, ils vont revenir, ils vont racheter ces fleurs-là. Et il voulait rien savoir, tu vois. Mais moi, j'étais têtu aussi, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Charlie s'occupe de la commercialisation. Mais pour l'anecdote, si tu veux, le marché français a pas forcément toujours non plus produit de la qualité. Donc j'en veux, si tu veux, sur le coup, c'était pas facile, tu vois, mais avec le recul, j'en veux pas du tout. Au contraire, ça nous a permis d'apprendre aussi euh, à vendre, De faire ce qui est nos pas armes, ouais. forcément évident quand tu es producteur, c'est pas ton métier au départ. Mais c'est une super expérience parce que tu te rends compte que finalement, c'est pas noir ou blanc, tu vois. Il y a vraiment, je pense, eu à un moment donné quand même une très grande partie de la production qui était en aromatique, etc., très inférieure à ce qui était, enfin en qualité à ce qui était importé. Même ce qui était importé, il y avait aussi énormément de choses qui étaient terpénisées et qui étaient. C'est moins le cas aujourd'hui parce que la qualité a augmenté et c'est super, c'est une super chose pour le marché, surtout pour les consommateurs, si tu veux. Et c'est ça au départ, quand on s'est lancé là-dedans, c'est que moi, que j'avais découvert le CBD Crew depuis un bon moment, je faisais des sélections avec des trucs qui sortaient et tout, ça m'intéressait vraiment. Et,
Et j'ai poussé la porte d'un CBD shop et je me suis rendu compte de ce qu'il y avait dedans. Et je me suis dit: «Mais on peut faire mieux, quoi». Mmh. Ouais, finalement, en fait, il y a pas que, la vision des magasins et des consommateurs Ouais, qui a changé, il y a aussi, bah, tout simplement, en fait, la production française qui a c'est évolué ça. et du coup qui permet, aux shops de s'intéresser à leurs produits, quoi. Ouais, c'est ça. Et on n'est pas tout seul à avoir travaillé là-dessus, tu vois? Il y a plein de fermes qui ont commencé à sortir vraiment des des grosses qualités, bien intéressantes, quoi. Et c'est aussi tous ces gens qui ont commencé à faire quelque chose qui était un petit peu différent de ce qui se faisait à l'époque, qui a amené de la qualité. Et tant que tu amènes pas de la qualité sur le marché, heu, grosso modo, tu peux pas attendre à ce que les gens ils tu vois bien quand tu es dans un magasin et que tu as le choix entre, 3 produits, bah, tu achètes un des 3 produits, quoi. Oui, oui, tu peux Ou alors tu pas vas pas ouais, dans le ouais. magasin. Ouais, ouais et puis, Donc tu peux pas non plus en vouloir aux consommateurs, au départ, de pas avoir fait confiance aux productions françaises, tu vois? ouais, ouais, puis, tout le monde n'est pas forcément alerte, a pas forcément envie d'aller chercher, le petit producteur et d'aller sur son Ouais, c'est site ça. internet et c'est une démarche, quoi et tout le monde n'a pas forcément cette démarche. Et puis c'est la guerre, il y a tellement d'entreprises, de sites internet sur le CBD et tout que pour un producteur, se faire connaître du consommateur et expliquer: «Je suis là, j'ai une production locale à côté de chez toi», bah, c'est pas forcément évident, quoi. Mmh Et ce et qu'on ce ouais. qu'on rencontrait pas forcément avant, c'est aujourd'hui les CBD shops ou les tabacs et cetera, ils recherchent une production française de qualité. Ils arrivent à la trouver aujourd'hui, juste après la récolte. Ça tient pas forcément toute la saison, mais, mais voilà. Et ils en parlent, enfin, ils ont la demande de leurs clients, mais aussi ils sont beaucoup plus à l'aise à parler de leurs produits parce qu'ils ont vu le producteur. Nous, on n'hésite pas à les faire venir sur les parcelles pour qu'ils voient où c'est que ça pousse, comment ça pousse, par qui c'est fait. Enfin, ils ont tous les détails. Et une fois qu'ils ont vu ça, et puis qu'ils l'ont vécu, quoi, c'est facile à vendre. Ils sont fiers de présenter ces produits-là à leurs clients. Ils sont fiers de les vendre et c'est un vrai produit bien-être pour le coup. Ce qui n'est pas forcément le cas, en tout cas, ce qui était vraiment pas du tout le cas au début les années quand on parle, 2020, 2021, ce qui n'était pas du tout le cas des produits proposés dans les CBD shops qui se voulaient être des produits bien-être à la base, mais qui n'en étaient pas, quoi. Ouais, ouais, c'est comme, un moment je voyais, certains parler de réduction des risques avec, le CBD et à cette période-là, il y avait, full truc washé, Ouais, non, voilà. et du coup tu te dis: «Mmh, c'est Ouais. pas je suis pas sûr que ça Après soit c'est moins mauvais pour la santé, quoi». après c'est pas, il y aura toujours des trucs comme ça, Tu Oui, il y je penses? aura toujours, pense. ouais. Moi, je pense qu'il y aura toujours des trucs. Bah, aujourd'hui, alors il y a de moins en moins de fleurs, washées, heu, mais tu Ouais. as énormément de cannabinoïdes de synthèse qui traînent de partout, qui ont jamais vu une graine, jamais une plante. Et c'est des trucs qui ont été créés en laboratoire, enfin qui sortent de labo en général, ou qui sont transformés depuis un cannabinoïde pour être transformés, mais qui sont modifiés en laboratoire, quoi. Ouais, ouais, bah, Et dont on n'a aucun recul dessus, et cetera. Et il y aura toujours une faille, il y aura toujours quelqu'un ouais. pour Ap utiliser la faille. Après, ce qu'il faut, c'est surtout informer les utilisateurs, mais il y a plein de médias qui commencent à, parler de ça, même des shops et tout, qui dénoncent un peu ce truc-là. Et c'est Ça porte aussi en à même temps nous, préjudice de aussi la même à manière que ce que je notre. disais, tout à l'heure, c'est aussi à nous de proposer quelque chose, de naturel, qui puisse contenter le consommateur, tu vois? ouais. Après le truc, là-dedans, c'est que, moi je suis 100 contre, hein, les cannabinoïdes de synthèse et tout. Le truc, c'est qu'il y a une demande pour avoir un produit qui a des effets psychotropes facilement et ça répond à cette demande-là, si tu veux. Donc Tu peux le faire de manière naturelle. ouais, en fait, Alors le truc, c'est je qu'il dis pas que c'est faudrait facile changer la pour lég nous, en France, de le faire. en fait, c'est la législation Ouais. actuelle qui veut ça aussi. Et je sais pas si c'est une stratégie derrière de pousser à chaque fois des nouveaux cannabinoïdes de synthèse au fur et à mesure qu'ils sont interdits pour contraindre l'État à prendre une décision sur la molécule de THC, tu vois. Mais
tant que ça changera pas, on verra toujours des nouvelles substances apparaître parce que ça répond à une demande en fait. Et moi je suis malheureux, tu vois, genre je me dis c'est quand même triste, mais tant que ça Je bougera comprends pas, ça grave ce bougera que pas, tu tu dis, vois. mais je pense que, tu vois, des molécules de synthèse, il y a aussi, tu vois, en ce moment, pas mal de sirops qui sont THC, qui respectent les 0,3 et tout. Bon, ça, c'est un sujet. Mais exactement de la même manière, c'est que des trucs de synthèse. C'est que de l'isolat de synthèse qui est mis dedans. C'est de l'isolat de THC, quoi. Hmm. Donc, c'est une poudre blanche à 99% de THC. C'est tout sauf naturel, quoi, ça. Tu peux le faire, tout à fait, techniquement. Là, je parle techniquement, je parle pas juridiquement. Mais c'est un produit qui peut être fait de manière totalement naturelle, avec que des trichomes qui viennent de fleurs, de plantes, et qui ont un vrai effet d'entourage, et qui seront un produit qui est bon à la santé à partir du moment où tu l'utilises correctement. Et puis qui est équilibré quoi. Et qui est équilibré, et qui, oui, tu peux même le faire, enfin, tu n'es pas obligé de le faire avec une variété type 1, tu peux faire un truc qui est équilibré, qui a autant de THC que de CBD, qui reste en dessous des 0,3, parce que tu peux le formuler comme pour qu'il respecte la législation. Ouais. C'est pas parce que tu sors ce genre de produit que tu es obligé de faire de l'isolat de synthèse, quoi. Non. Bah après c'est sûr, C'est des bah, choix qui sont faits t'as le cheat code pour le business, ouais, en gros c'est le pour faire de cheat. l'argent sur le dos des gens. En gros, le cheat code, c'est de respecter les 0,3, mais d'avoir un contenu plus élevé pour avoir un dosage suffisant. Mais tu vois, Ouais, ça va répondre. Dire, il y a peu de gens qui consomment des edibles finalement, ou des sirops, des trucs comme ça. ouais, ouais. La majorité, c'est de la combustion, donc ça Oui, répond c'est à une ça. toute petite part du besoin, mais au final, tu vois, il y a toujours le geste, le machin. Bon, moi je suis contre, hein, les Mais c'est cannabinoïdes comme de les. synthèse, c'est de la merde, hein, on est d'accord, quoi, tu vois. Ouais. Mais du coup, je comprends un peu plus, quoi. Mais bon, ce que je veux dire par là, c'est que de toute façon, c'est des choix qui sont faits. Euh, Même les cannabinoïdes de synthèse, quand il y a un cannabinoïde de synthèse qui arrive sur le marché, c'est parce qu'on a choisi de le mettre sur le marché. Bon, c'est ni toi ni moi qui le choisissons, mais, mais c'est comme ça, c'est des choix qui ont été faits. Après, nous, on fait pas le même métier, on propose des produits naturels et tout, et je pense que à la fin, l'intelligence collective fait que les gens, ils savent inconsciemment, enfin, tu finis par savoir, par comprendre qu'est-ce qui est un produit naturel et qu'est-ce qui l'est pas, quoi. Donc, bon, le marché, c'est un marché qui est jeune quand même, et ça va évoluer, mais je pense que petit à petit, les gens qui veulent vraiment des produits naturels qui sont bons et sains pour la santé, parce que là, on parle de produits bien-être, c'est quand même le but, et ben, ils finiront par savoir où les trouver et ils iront les chercher au bon endroit. Mm. Il y a un enjeu de respectabilité aussi, je trouve, pour la filière. Enfin, moi, je le vois un peu comme ça, et du coup, vendre des cannabinoïdes synthétiques, bah, c'est problématique pour comment dire, pour l'image que ça renvoie aussi au public, hein. C'est... Bah, c'est le gros problème avec ce qu'on a vu récemment. Je pense que tu veux parler de ce qu'on a vu dans le Parisien, etc., avec bah, les fameux bonbons aux cannabinoïdes de synthèse. C'est clair que malheureusement, et bah, ça jette un truc trouble sur toute la filière, alors que ces produits-là n'ont strictement rien à voir avec la filière de production française agricole, où on sort un produit, enfin où on sort une fleur, ou en tout cas un produit issu d'une plante qui a poussé dans un champ, au soleil, à la pluie, etc., quoi. On ne parle pas de laboratoire. Et quand je dis laboratoire, il ne faut pas non plus confondre. Il y a des laboratoires qui travaillent sur des formulations de produits, mais tout à fait naturels, qui ne travaillent pas sur des cannabinoïdes de synthèse. Ça, c'est des bons laboratoires. Euh, Après, un produit qui sort 100% d'un laboratoire et qui est issu de molécules de synthèse qu'on a réussi à synthétiser avec des métaux lourds, etc. euh, Vous voyez. En l'absence d'une régulation de ces molécules de synthèse-là, ça nous dessert à tous parce qu'il y a la confusion qui est faite. Et ça, Hmm. c'est un problème. Ouais. Ouais, j'ai l'impression que les syndicats, ils prennent pas trop leurs responsabilités de ce point de vue-là non plus. C'est-à-dire que, en fait, je comprends hein, leur point de vue dans le sens où bah, ils ont plein d'adhérents
qui en vendent parce qu'il y a une demande et que voilà, ils ont aussi besoin de vivre, mais tu vois, Ouais, j'ai pas vraiment l'impression que ils prennent ça à cœur non plus, quoi. Et ouais, je ouais, trouve ça un peu dommage. ouais. Alors moi je me suis rendu récemment à 2 événements, de l'intersyndicale entre la FPC et l'UPCBD, à Lille et à Bordeaux. Effectivement, sur le discours qui est tenu, mais entre nous, bon, nous, on fait pas partie de syndicats. Hmm. C'est pas dit qu'on fasse pas partie un jour, mais pour l'instant, aujourd'hui, on fait pas partie de syndicats, pour des raisons qui nous sont propres. T'entends quand même le discours qui est répété, mais encore une fois, c'est un peu entre personnes qui sont présentes à ce moment-là, et donc c'est pas forcément diffusé au public, mais t'entends quand même pour réagir à ce que tu dis, le fait que, par exemple, l'UPCBD se positionne en tout cas sur ce genre de réunion contre les molécules de synthèse. Mais Hmm. effectivement, ils ont des adhérents aussi qui travaillent avec en boutique sur ces molécules de synthèse, et donc tu as forcément à un moment donné des petits accros à ce niveau-là, mais c'est sûr que, en tout cas, pour parler de façon générale, euh, le jour où il y a une vraie régulation sur les cannabinoïdes de synthèse, et puis au-delà de ça, un vrai encadrement clair qui va dans le bon sens de nos activités à nous, ça nous fera le plus grand bien, et ça permettra juste de, de travailler plus sereinement, parce qu'aujourd'hui, on travaille quand même en tendant toujours le dos, alors qu'on fait quelque chose de naturel, de légal, etc. Mais on tend toujours le dos parce que le cadre qui nous entoure est pas clair. Là, récemment, tu entends parler des taux de TVA qui bougent, tu entends parler de novel food, etc., etc. Ça change régulièrement, tu sais jamais vraiment sur quel pied danser. Et puis, tu vis un peu au jour le jour, hein, avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, et tu te demandes si un jour il n'y a pas quelqu'un qui va te tomber dessus, alors que tu fais tout pour voilà, simplement travailler avec éthique, sortir des bons produits qui respectent la législation, mais ça manque d'un encadrement clair et qui soit adapté à au développement de la filière française, en fait. Hmm. Ouais, ça, je sais pas quand est-ce que ça va être fait. J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de Ah, volonté de ce côté-là, à côté de l'État en tout cas. Ou alors que le temps politique est très long et que du coup ça met du temps à avancer, ouais. mais je sens pas vraiment d'élan de ce côté-là, tu vois. J'ai un peu l'impression que Bah, ça freine, aujourd'hui, quoi. ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Et aujourd'hui, c'est d'autant plus difficile à comprendre qu'aujourd'hui, bah, on le voit à travers nos discussions depuis le début, le marché il évolue, ça évolue dans le bon sens. Et derrière, on parle d'emploi, quoi. On parle de familles qui vivent concrètement, concrètement, on parle de ça, quoi, de familles qui vivent de ces activités, et ça représente pas 2 personnes en France, quoi. Aujourd'hui, L'emploi et aussi de gens à la fin qui utilisent des produits et qui vont mieux, ah ouais. qui sont soulagés et ça, faut pas l'oublier, quoi. Je pense Ouais, que c'est Après, sûr. c'est vraiment est-ce que ça fait partie des considérations politiques? ah ça, c'est une autre Ma question. malheureusement, je pense pas. Après, Faut leur parler oui, argent. mais tu as raison de parler de ça, Manu, parce que du coup, moi, j'étais en train de me focaliser sur la pensée politique, donc c'est pour ça que je parle d'emploi, et cetera. Mais effectivement, nous, pourquoi on travaille aussi, enfin, quand on a des retours de clients qui nous disent, punaise, je sais pas, sur des maladies articulaires, par exemple, tel produit ou tel produit, votre baume ou votre huile, elle m'a vraiment soulagé, et cetera. Nous, quand on reçoit un message comme ça, c'est pour ça qu'on travaille, quoi. Hmm. Et C'est ça qu'on c'est se lève vraiment le pour ça matin qu'on même travaille. Ouais. ou c'est pour ça, c'est Bah, y a ça, puis je pense qu'il y a aussi, enfin, c'est pour l'odeur. je le vois de mon point de vue, je suis un ancien gros consommateur de THC, j'étais vraiment un gros fumeur. Et en fait, le CBD, ça m'a permis d'arrêter, quoi, tu vois. Et en vrai, bah, c'est quand même plutôt cool aussi pour ce côté sevrage, tu vois. Ouais, ouais. C'est grave bien, tu vois. Et même sans parler de sevrage, s'il y a des gens qui veulent continuer à consommer du THC, ils peuvent, mais ils peuvent réduire leur consommation et, euh, et puis garder quand Ouais. même le côté cool, un bon goût, le rituel, tu vois, qui va bien. Bah, Euh, moi aujourd'hui, je consomme comme ça. hmm, Ça tu vois, c'est la journée, ça me permet de garder une certaine concentration et en étant capable de travailler, quoi. Voilà et voilà. là-dessus, c'est vraiment cool, hein et on voit plein de gens qui nous demandent ce produit
tu vois, c'est beaucoup des gens qui sont, tu vois, à la trentaine, qui sont dans la vie active et tout et qui ont pas forcément envie d'être défoncés toute la journée et mais qui apprécient quand même, consommer le produit, le soir chez eux, mais le matin ou le midi, ils préfèrent, consommer du CBD, quoi. Hmm. Ouais, puis la Et ça, on le voit prohibition, beaucoup. et puis la prohibition, elle pousse les taux de THC à être hyper hauts pour que, en gros, le produit prenne le moins de place possible, entre guillemets, tu vois, et que ça soit plus rentable pour eux. Et du coup, Ouais, bah, je pense qu'il y a aussi des gens qui arrêtent de consommer à cause de ça, tu vois, parce que, en fait, tu peux pas trouver un truc qui est, je sais pas, genre quand tu veux boire un verre, t'as pas tout de suite envie de t'envoyer un gros whisky dans les dents, tu vois, t'as envie, je sais pas, de ouais, te tout à boire fait. un petit verre de vin ou une petite bière et tranquille avec tes potes sans être complètement cassé. Et bah le cannabis c'est pareil, sauf que bah avec la prohibition, ça on peut pas, ça n'existe pas en fait. Ouais, ouais. Ouais. Bah, puis vraiment apprécier le produit, quoi. Mmh. Bah, ouais, c'est sûr, La compar ça fait 50 ans qu'on, enfin 50 ans, je sais pas exactement, mais on sélectionne depuis plusieurs dizaines d'années, toujours les taux de THC les plus importants possibles et alors qu'il y a dans la nature, il y a une grande diversité et puis qu'il y a des équilibres, de répartition de cannabinoïdes qui peuvent être, super intéressants et qui te feront pas forcément un effet moins important. Moi, ça m'est arrivé de consommer des variétés qui sont équilibrées et qui m'ont mis une claque, à laquelle je m'attendais pas du tout, quoi. Et tu parlais de génétique, ça me fait penser, du coup vous êtes en train de lancer là votre pépinière, et du coup ça vous est venu comment et pourquoi cette idée de partager un peu finalement ce qui fait aussi que vous êtes un peu placé au-dessus entre guillemets sans manquer de respect aux autres, mais que vous êtes un peu sorti du lot quand même grâce à vos génétiques. Et du coup, qu'est-ce qui vous a donné envie bah, de se dire bah tiens en fait faut que tout le monde puisse faire un peu ce qu'on fait quoi. Bah, en fait, ça fait du coup, je vais répondre parce que la pépinière, c'est plutôt ma partie. Mais moi, si historiquement, pour comprendre le truc, j'ai toujours fait, un peu comme ça, en ayant des des pieds mères et en distribuant des plantes aux copains, en gros. Avant l'entreprise, si tu veux, donc c'est ce que j'avais l'habitude de faire. J'étais du coup organisé pour le faire et comme j'avais l'habitude de le faire, j'étais aussi, je sais faire ça, quoi. Je sais faire ça et j'aime bien le faire. Donc du coup, c'est d'abord naturel. C'est d'abord naturel et puis si tu veux le fait de cacher, les génétiques, de pas dire avec quelle souche on travaille, de pas dire avec quel breeder on travaille, de tout ça, c'est un truc qu'on n'a jamais fait depuis le départ parce qu'on estime qu'on travaille avec, on commence tous par le travail, qui a été fait par quelqu'un d'autre. Les générations d'avant, quand on se transmettait des graines de légumes, il y a des gens qui avaient sélectionné des légumes pour te filer tes graines. Donc tu pars du boulot d'un autre. Et il n'y a pas de raison de cacher ça. Pour nous, c'est pas logique. Et on a toujours travaillé comme ça, en transparence. Et je vois pas pourquoi on cacherait quoi que ce soit. En vrai, Donc, c'est super cool parce que ouais, tu t'aperçois souvent quand tu dis ah, au fait, c'est quel strain ton truc ah, t'as le nom commercial camoufle, ouais. et puis t'en sauras pas ouais. plus quoi. Et je trouve ça Après, je dommage, tu vois. comprends. Ouais, je À comprends. côté de ça, je Oui. comprends qu'il y ait des choses quand il y a que toi qui les as. J'ai pas d'exemple précis, mais je suis pas en train de dire que celui qui ne donne pas ses sources, il a pas raison. C'est pas ça du tout. Et c'est pas une question d'avoir raison ou pas. Non, c'est ton Et point de même vue parfois, quoi. ça pourra nous arriver de ne pas avoir envie d'expliquer un truc et si on n'a pas envie de le faire, on le fera pas, tu vois. Ah, c'est Mais en normal général, à un moment donné, euh, le produit que tu sors parce qu'il y a aussi 2 raisons, enfin, il y a aussi, une autre raison, c'est pourquoi on travaille comme ça en transparence et pourquoi aussi on a eu envie de le partager. Déjà parce que nous, depuis le départ, l'idée, c'est de travailler en totale transparence pour le client final, qu'il sache exactement ce qu'il a entre les mains.
Alors même si concrètement le client final, il se fout totalement de quel breeder ça vient parce que, enfin en tout cas 99% des consommateurs finaux s'en foutent. Ouais. Nous aujourd'hui on travaille avec des professionnels, que ce soit des distributeurs qui eux s'intéressent, donc des shops qui eux s'intéressent souvent plus à la question, mais aussi bah, des producteurs. Et pour le coup, enfin, si tu veux donner toutes les clés en main à un producteur quand tu lui vends des graines ou des plants, bah, de réussir sa saison, de réussir à dompter entre guillemets la génétique et d'en sortir le meilleur résultat possible, sans un minimum de sans transparence, tu peux pas y arriver. Donc c'est pour ça que nous on a pris ce choix-là, on a fait ce choix-là. Et voilà, travailler avec transparence, c'est toujours ce qu'on a fait. Donc on continue à le faire et on a lancé cette année la pépinière. Et de la même manière qu'on le fait pour tous les domaines, et ben, on travaille avec transparence là-dessus. Comme le disait Manu, évidemment, quand tu travailles des années pour isoler un phénotype particulier, pour faire un cross entre une variété, etc., etc., forcément, et c'est le même sujet sur de la transformation, par exemple, où tu mets des années à sortir un process efficace pour sortir le produit qui n'existe pas sur le marché. Forcément, tu protèges un minimum ce que tu fais et tu dévoiles pas tout au grand jour. Mais en tout cas, le sujet, c'est de travailler avec le maximum de transparence possible. Et après, ce qui fait nos spécificités et puis notre image, enfin notre identité d'entreprise, entre guillemets, l'identité de ce qu'on fait, eh ben, bien sûr, ça reste les secrets de fabrication. C'est comme la recette qui se transmet de génération en génération, elle reste en famille. Eh ben là, c'est pareil. D'accord, je comprends mieux. Du coup, c'est votre vision des choses et vous travaillez comme ça avant et Ouais. du coup, vous avez envie Et de puis en plus, continuer, quoi. ouais, et en plus, avant même de lancer la pépinière, si tu veux, on travaille avec ces breeders-là, notamment, tu vois, Sativa Création, avec qui on travaille depuis un certain temps. Et nous, on lui apporte ce qu'on peut lui apporter, de la sélection, des tests de génétique, enfin plein de choses. On échange sur plein de sujets. Lui, son travail, c'est un spécialiste de la stabilisation, euh, de la génétique. Et il est super bon là-dedans. Donc, du coup, tu vois, euh, on s'aide et on a besoin l'un de l'autre. Donc, on travaille ensemble depuis longtemps, on est une équipe et, et du coup, on se met en avant mutuellement et c'est bénéfique pour tout le monde, tu vois. Et dans tous les cas, si tu essaies de cacher avec qui tu travailles et de cacher tes trucs et de revendre des variétés qui vont être renommées, à la fin, bon, moi je parle pour moi parce que, mais moi tu me vends une graine, si je la fais pousser, j'essaie de faire pousser tout ce qui sort. J'achète beaucoup trop de graines par rapport à ce que j'ai besoin. C'est c'est presque une maladie. C'est la collectionnite. Mais, mais tu vois, j'essaye de tout essayer pour. Donc, à un moment donné, tu sais, il y a quelqu'un qui va voir ta graine, qui va la faire pousser et qui va reconnaître les terpes et qui va dire ça, je connais. C'est une orange Bouddha de chez Sativa Création. Et nous, on travaille avec depuis longtemps. On a des graines, enfin, on a des génétiques qui sont pas en pépinière aussi, qu'on garde pour nous, tu vois, parce qu'on a fait le choix de Hmm. les garder pour nous, de produire des fleurs avec. Mais quand t'as 40 génétiques sous le coude, tu peux en lâcher 20, aider aussi des gens qui sont à la recherche de génétique, de pouvoir en avoir et avoir des variétés qui nous semblent en tout cas intéressantes pour le travail de technicien qu'on fait en tant que producteur. Donc ouais, du coup, on a lancé la pépinière, mais ça fait un moment que, je sais pas, ça doit faire 2 ans qu'on en parle et qu'on se disait un jour on le fera. Après, on fait les choses les unes après les autres, donc ça a Ouais. mis un peu de temps Ouais, puis vraiment être fait et à être mis en place, mais si vous travaillez un peu les génétiques en interne aussi, vous pouvez pas forcément sortir le truc directement tout de suite, quoi. Ça prend un peu de temps. Bah, ouais. ouais. Après, comme on travaille en équipe, c'est un peu plus rapide que, tu vois, par exemple, si tu as quelqu'un qui fait de la sélection
Moi, j'adore faire ça. Et quelqu'un qui se focalise vraiment sur la stabilisation de phénotypes, donc à partir d'une sélection qui a été faite. Si ton job, c'est juste de stabiliser, c'est déjà un job, hein. Mais bien sûr, ça va prendre 6 générations. Donc, quand là, on est sur une pitch ou une Orange S5, par exemple, avec Sativa Création, ou des choses qui ont été sélectionnées chaque année. C'est hyper stable. T'as pas le choix, c'est 5 saisons. Si tu fais ça en extérieur et que tu veux que ce soit vraiment adapté à une culture extérieure, ben, 5e génération, c'est 5 saisons. Donc c'est 5 ans. Enfin, avant 6 ans, tu sors pas une S5, quoi. Hmm. Et du coup, En dessous de 6 années de travail, tu sors pas une S5, quoi. Sauf si tu le fais en intérieur. c'est des IBL en fait, c'est pour ça que c'est hyper stable dans sa façon de travailler, quoi, c'est ça? Ouais, là, du coup, c'est des IBL, c'est du coup des anciennes variétés originaires d'Europe en plus. C'est pour ça qu'on a appelé ça héritage. La ligne héritage, donc ça correspond à la ligne Bouddha. Mais c'est hyper stable, ouais. La S5 là, alors même si c'est pas des clones, hein, ça reste des graines. Mais on a l'habitude de dire avec Michele de chez Sativa Création que c'est une armée de clones. C'est une mini armée de clones parce que c'est très stable et ça correspond vraiment aux besoins d'un producteur qui cherche quelque chose d'homogène avec lequel il va faire un lot de fleurs qui sent toujours la même odeur, quoi. Hmm. Et ce qu'il faut Moi, dire j'aime bien la aussi, diversité, mais c'est aussi un besoin d'avoir des choses très stables, quoi. il faut dire aussi par rapport à ça, c'est que ça fait partie des aberrations de la législation qui malheureusement s'impose à nous. Mais aujourd'hui, tu travailles certaines graines du catalogue européen, elles sont de base pas faites pour être utilisées, enfin elles sont pas, la génétique n'est pas à la base faite pour valoriser des fleurs d'ultra qualité. Et en termes de stabilisation, sur certaines variétés, tu peux avoir 5 phénotypes différents sur le même lot de graines. Tu as à la fin la moitié de tes pieds qui sont valorisables parce que la moitié ça sent rien, la moitié c'est pas dense, et puis la moitié tu as des taux de THC qui t'explosent les plafonds. Et donc, ouais, tu as coché la case administrative du OK, OK, j'ai mon bon lot de graines. Sauf que, bah, tu te retrouves potentiellement avec du stup entre les mains, quoi. C'est ça l'aberration bah, de la législation qui s'impose à nous, malheureusement. Et alors que tu pourrais travailler sur des choses hyper adaptées. Et puis juste que tu puisses vivre de ton boulot à la fin en tant que producteur, parce qu'on parle bien de ça. On parle bien de la difficulté aujourd'hui qui est réelle dans le milieu de la production de CBD en France, de vivre de ce qu'on fait. Donc ça, c'est un sujet. Et puis il y a la partie sécurisation où bah, quand tu te fais pousser une fleur qui est stabilisée, etc., enfin une plante en tout cas, qui est stabilisée, etc., et puis que tu peux valoriser, bien travailler à la fin, et puis tu te présentes à un CBD shop, bah, le gars, il réfléchit pas 107 ans parce que ça sent bon. Tu as réussi à bien le travailler dans des délais raisonnables et pas passer 6 mois à manucurer parce que ta fleur, elle est pas dense, etc. Et ben, Ouais, puis il y a ça, puis il y a aussi du coup le fait qu'il n'y ait pas qu'un seul batch qui va sortir bien avec qui sent bon, qui est uniforme, quoi, tu vois. Ça veut dire que ouais, si le shop il veut t'en recommander dans 2 mois, mettons, bah à part le vieillissement de la plante, elle aura pas changé, quoi, tu vois. ouais. Ouais, puis il y a une réalité de terrain euh, avec lesquelles on te demande de travailler. C'est des choses qui sont pas stables. Excuse-moi, ça a coupé, tu disais quoi? C'est. Ouais. Tu travailles avec des variétés du catalogue européen Ouais. qui sont du coup pas stables Mhm. pour la très grande majorité. Tu peux pas maîtriser techniquement qu'est-ce qui va ressortir de ta plante. D'une plante à l'autre, tu sais pas quels sont les taux de cannabinoïdes, tu ne sais pas, tu vois. Donc techniquement, on a besoin de maîtriser notre travail pour pouvoir respecter la législation. Donc tu vois où C'est je quand veux même des en Oui, nouvelles venir. oui, graines qui oui. C'est sortent que, c'est que, stables même. si tu veux, ça peut paraître paradoxal, mais aujourd'hui, si tu travailles avec des variétés hors catalogue qui ont été bien travaillées, qui sont stables
et qui sont issus d'un travail sérieux de longue haleine, tu respectes plus facilement la législation et tu ne mets pas de stupes sur le marché. Donc on appelle ça stup juridiquement, c'est Oui, tout ce qui oui. dépasse au-dessus de 0,3. Alors le taux de 0,3, la nature, elle a du mal à faire ça aussi, donc c'est aussi un sujet. Alors on peut pas tout changer là tout de suite ce soir, nous 3, surtout qu'on prend pas toutes les décisions. Mais Pas de décision du ceci tout étant d'ailleurs. dit, il y a quand même, enfin il y a, moi je tiens aussi à en parler parce que merci de lancer le sujet d'ailleurs. Parce que si tu veux, il y a aussi un sujet sur lequel il faut quand tu connais pas vraiment tout ça, parce que c'est compliqué, tu vois? Quand nous, moi je suis dedans tous les jours, je suis la tête dedans depuis des années, donc c'est un truc que je connais, qui me semble évident. Mais il y a beaucoup d'acteurs sur le marché qui n'en sont pas conscients, si tu veux. Et si tu en parles pas, et ben, c'est pas leur rendre service. Surtout que tu peux trouver quand même quelques acteurs sur le marché du CBD qui t'incitent à utiliser des variétés du catalogue, qui incitent beaucoup de producteurs à utiliser des variétés du catalogue, qui eux-mêmes utilisent des variétés qui sont hors catalogue parce qu'ils savent très bien que sinon ils n'arriveront pas à vendre leurs fleurs, et qui, à côté, vont peut-être pointer du doigt ceux qui utilisent des variétés hors catalogue en les faisant passer pour des brigands. Donc, quand même, tu Elle a vois, glissé là. ouais, celle-là, elle est glissée. Mais, mais bon, ce que je veux dire par là, c'est que techniquement, il y a vraiment un sujet sur la génétique, et tant qu'on ne maîtrise pas notre travail en tant que producteur, et ça fait partie de notre boulot, ben, c'est toujours compliqué de Hmm. travailler. Et si tu veux, quand on fait ça, c'est aussi pour maîtriser techniquement notre travail et pour pouvoir plus facilement respecter la législation. Oui, il y Tu a vois ce ça, que je veux dire? puis je C'est que pense. si techniquement tu maîtrises pas ton travail, tu peux pas maîtriser vraiment ce que tu Hmm. vas obtenir à la fin, à la récolte. Ce qui est assez fou en plus, c'est que pour avoir été jeté un nez un peu dans les protocoles qui sont recommandés pour la sélection, ça, normalement, ça doit être hyper carré, quoi. Donc au final, ça veut dire que les grosses boîtes qui sont derrière la repro des complotis, des Fedora et tous ces trucs-là, bah, je sais pas, mais il doit y avoir une filouterie un peu comme sur les analyses, tu vois. Il doit y avoir un truc, quoi. Parce que Ouais, parce que c'est quand même enfin, curieux, tu vois. tu plantes, et je pense que il y a peut-être des producteurs qui vont nous regarder, et je pense qu'il y en a un paquet qui auraient des exemples et des tests labo à présenter à l'appui. Des variétés du catalogue qu'on est censé être, enfin qu'on nous oblige à utiliser, qui sortent à 2%, 3% de THC, Ouais, ouais. au lieu de 0,3. C'est Donc pas c'est les dire que c'est pas les Northwest qu'on fait ça cette année ou c'est les nouvelles ouais, arrivantes du catalogue là qui ont eu des gros il y en a problèmes, je plusieurs. crois. Après, moi, je vais pas Mm. te le confirmer là parce que j'ai Nous on a jamais bossé cultivé beaucoup. ça, mais Ouais, mais j'ai Oui, entendu ça, ouais. il y mais a ouais, des j'ai bruits de entendu, couvasse ouais. qui circulent là-dessus, ouais. Mais bon, voilà. Sujet, sujet intéressant. C'est un sujet Mais oui. complexe quand même, Ouais, ouais. mais ouais, je pense qu'il faut que ça avance de ce côté-là, parce que Ouais. tant que ça avancera pas, enfin, faut être conscient d'un truc. Si on fait tous des variétés du catalogue qui sont pas adaptées à notre travail, qui, au niveau aromatique, ne nous permettent pas de vendre des fleurs, eh ben, si tu fais des variétés du catalogue, la réalité de terrain aujourd'hui, c'est que tu vends pas tes fleurs. Et c'est du coup des fleurs qui seront importées de l'étranger. Ouais, Il y a Donc, ouais. à quand un même quelques moment, il faut savoir ce qu'on veut. il y a quand même quelques exceptions. Je pense qu'on peut nuancer ça parce que voilà, on connaît que des producteurs qui ont bossé sur des variétés du catalogue, notamment les nouvelles, Oui, oui, qui ont oui. quand même des fleurs à présenter. Après, je suppose on verra bien les résultats de cette année, mais je doute qu'il y ait beaucoup de variétés du catalogue qui remportent des prix, quoi. Ouais, je pense que ouais, c'est compliqué. Mais au-delà de Mais ça, c'est un sujet. c'est aussi un sujet, et tu le disais tout à l'heure, tu parlais de filouterie par rapport au catalogue. Si demain, quelqu'un met des variétés au catalogue qui sont stables, qui ont des aromatiques super intéressantes et tout, pas de problème, je les utilise.
Mais aujourd'hui, c'est pas Et le ça cas. et ça va arriver. Mais tu vois, c'est pareil, c'est que Semblerait, finalement, tu semblerait. tomberas dans la même dérive, c'est que si, allez, on fait rentrer 10 nouveaux strains dans le catalogue européen, mais tout le monde va les faire, ces 10 nouveaux strains. Et du coup, pour sortir du lot, enfin, tu vois, en fait, c'est juste C'est qu'il aussi un faut... problème. Mais si tu veux, c'est déjà il- avec. Enfin, tu peux discuter de ça avec un maraîcher, tu peux discuter de ça avec plein de gens qui. Les catalogues, c'est une chose, mais il y a aussi la diversité du vivant, il y a, il y a la diversité génétique, il y a la diversité variétale qui doit être protégée aussi. Et enfin, ça fait partie du vivant, toute la diversité et le patrimoine génétique. Euh, Si tu ne cultives plus que 3 graines, bah, toutes les autres, elles disparaissent. Et ça fait des dizaines d'années qu'il y a énormément de variétés qui disparaissent du patrimoine variétal et on a déjà perdu on a perdu une bonne partie du vivant. Bah, je sais pas s'il faut qu'on Hmm, continue, quoi. c'est pas le truc le plus fou. Il y a pas mal de mecs qui font de la préservation de landrace sur le cannabis, Exactement. pour Et garder je un pense peu que les... c'est primordial. Ouais, de fou, ouais. Il y a des intérêts économiques derrière qui, qui dictent les règles du jeu, malheureusement. Ouais, après, ça veut pas dire qu'il y a pas un marché pour ça, tu vois, genre les légumes anciens, ça existe et il y a des mecs qui sont Ouais. super contents de bouffer ça, et c'est pareil pour les landrace, t'as des fans de landrace, enfin... Ouais, tout à fait. Mm. Après, c'est sûr que c'est hyper niché, tu vois, c'est Et pas je de la pense que grande consommation, mais... celui qui vend des variétés anciennes de légumes, il n'a pas pour prétention de remplacer les graines du catalogue. Bah, non. Elles peuvent vivre les unes à côté des autres et il n'y a aucun problème, à mon avis. Ouais, c'est ça, en fait, je Mais pense c'est que juste chaque... qu'il faut qu'on puisse, nous, travailler sereinement avec des variétés qui sont adaptées à notre travail techniquement. Euh, voilà, je dis pas que, encore une fois, ni toi, ni moi, ni Charlie prenons les décisions, mais c'est quand même, tu vois, quand tu travailles, quand tu passes du temps pour essayer de trouver des choses pour pouvoir travailler de manière sereine et maîtriser techniquement ton travail, bah, si tu es obligé de faire des fausses déclarations pour dire que tu utilises des variétés du catalogue, bah, c'est pas agréable. C'est juste pas agréable de travailler comme ça, en fait. Hmm. Même au-delà de ça, Et tu... là, c'est pas de la langue de bois. Enfin, Ouais, tous ouais. les producteurs Ah en bah là, pour France le coup, non. qui font de la qualité savent que c'est comme ça que ça marche. Et tout le monde fait ça. Bien sûr. C'est un secret de Personne n'est. c'est un secret de polichinelle, C'est un quoi. secret de polichinelle. Hmm. Et souvent, ceux qui te reprochent de faire des variétés du catalogue font souvent partie de ceux qui travaillent aussi hors catalogue comme toi. Hmm. Ouais, ouais, c'est... En fait, c'est... Ouais. Tu sais, il y a plein de, il y a plein d'aberrations comme ça, tu vois, t'as les génétiques, t'as les analyses aussi, tu vois, genre les analyses qui sont recommandées à l'heure actuelle, elles ont été faites pour du chanvre textile. Du coup, quand tu regardes le protocole d'analyse, bah, au final, tu vas faire le protocole d'analyse qui est requis, tu vas avoir tes 0,3, mais si tu prends le produit qui est uniquement vendu en boutique, et ben c'est compliqué, tu vois. Donc, enfin, il y a plein de trucs qui sont à revoir, tu vois. Genre, il y a ça, il y a Ouais. les boutures, en fait, c'est le cadre législatif, il a pas été fait pour la filière, et tant qu'il bouge pas, ça va être super compliqué pour tout le monde. Et comme tu disais, Charlie, tout à l'heure, bah, tu vis constamment avec ce stress. Est-ce que je suis bon? Est-ce que je suis pas bon? Ouais. Et puis Enfin, tu vois? si on veut aller au bout de l'explication de tout à l'heure, parce qu'il faut être précis, n'importe qui peut enregistrer des variétés du catalogue, des variétés au catalogue. Donc on peut très bien te dire, OK, mais si tu as travaillé là-dessus, tu peux enregistrer tes variétés au catalogue. C'est souvent une question d'argent, parce que ça coûte très très cher. Euh, alors on peut toujours essayer de trouver des partenaires qui vont nous aider, et qui savent comment faire, etc. Mais, euh, mais les graines qui font partie du catalogue, il faut mettre énormément d'argent pour pouvoir les enregistrer.
Donc c'est réservé quand même, c'est une question d'argent et après les variétés qui sont en dehors du catalogue, elles seront, on va dire que les amateurs heu, qui veulent cultiver, ça sera beaucoup plus adapté pour, eux, en plus qui font pas de la grosse quantité et qui ont besoin en plus de se démarquer. Parce que quand tu fais des tu produis des tonnes, tu peux te permettre de faire une production qui peut se retrouver un peu partout, avec des variétés du catalogue que tout le monde fait. Quelqu'un qui fait des toutes petites quantités, il a besoin de se démarquer parce qu'il sera plus cher que les autres. Il Donc pour vendre ses fleurs, ça sera plus difficile. Donc économiquement, il y a aussi une réalité, c'est que hem, tu peux pas exister en tant que petit cultivateur si tu travailles les variétés du catalogue. C'est pas plus compliqué que ça. Je pense que les gros vont commencer à se poser la question. Enfin, en France, il n'y a pas énormément de gros acteurs, mais je pense qu'ils commencent à se poser la Oui, question, tu vois. Et ne serait-ce que parce qu'il y a la oui, bien sûr. concurrence de l'étranger aussi, qui eux sont plus open là-dessus et... et qui sont moins chers. Du coup, c'est sûr que tu vois, ça va bouger. Ouais, tout à fait. Mais après, c'est aussi normal que ça prenne du temps, les évolutions et tout, ça Déjà en un an, franchement, ouais, grave. Non, je mais vois, soyons un peu positifs quand même. ouais, c'est pour ça. Parce qu'il y a ouais, c'est clair, la qualité, elle a augmenté, à fond, hem et puis on peut quand même, cultiver du chanvre à fleurs en France, de manière beaucoup plus sereine, qu'en 2015 où tu étais un paria et personne comprenait ce que tu faisais, quoi. Hmm. Parce que même si les règles sont pas claires, au final, on sait où elles sont pas claires, donc c'est Ouais, déjà un peu elles mieux, sont tu pas vois. claires, on sait où elles Ouais. sont pas claires et en même temps, c'est quand même agréable de pouvoir travailler dans un cadre, où tu es pas en train de te cacher, et faire ça dans une cave, quoi. Hmm. Là, tu peux faire ça dans un champ et tout, donc super cool. Bah ouais, c'est top. Mais il faut des gens qui crient pour que les choses aillent, du bon côté. Ouais, je pense. Mais de toute façon, j'ai l'impression que tout le monde est un peu. Enfin, beaucoup de producteurs sont d'accord sur ces questions-là, donc au moins ça parle d'une seule voix, quoi. Ouais, je pense que ça C'est fait juste que ça en parle pas souvent, c'est tout. pas loin de l'unanimité. Ah, disons que tout le monde se Ça passe le mot, mais en public, c'est plus compliqué, quoi. Ouais, mais je pense que c'est justement important d'en parler en public. Enfin, nous, on a toujours été transparents, et puis on n'a pas peur de de parler des choses. Mais je pense que c'est aussi important d'en parler, en public et puis d'aborder ces sujets parce que sinon les choses elles changent pas, en fait. Ah ouais, c'est sûr, ouais. Et merci de nous donner la possibilité de le faire, du coup. Ouais, c'est un plaisir. Bah, du coup, on va passer sur la partie qui me concerne un peu plus. On va parler de la Cup. Bon, du coup, c'est quoi qui vous a motivé? Vous avez pensé quoi quand vous avez vu ça popper quand vous avez vu, ah, ouah, il y a une Cup en France, qu'est-ce que vous vous êtes dit, tu vois? Vas-y, Charles. bah, déjà, bon, tu le sais bien, mais l'année dernière, on est vraiment venu à l'arrache. Parce que c'est vrai qu'on avait vu sortir le truc et puis, bon, à la période où ça s'est fait et cetera, tu toujours la tête dans le guidon et cetera et puis voilà, mais on a vu un truc émerger d'un coup, pointer le bout de son nez, Cup de producteurs. Il y avait quand même quelques filtres à l'entrée qui empêchaient entre guillemets, bah, la venue de produits washés, de produits reterpenisés et cetera et là on s'est dit: «Tiens, un truc intéressant» Il y a quelque où, chose là. tu participes à la cup, mais tu es producteur déjà. Tu présentes les produits que tu as fait pousser, et cetera. Ça déjà, ça avait du sens, parce que ça n'existait pas déjà. Donc déjà, ça interpelle et puis on s'est dit, bah, voilà, heu, on s'est eu au téléphone, rapidement dans les derniers délais. On s'est dit: «Vas-y, on participe, on voit ce que ça donne». On savait pas du tout à quoi s'attendre en vrai. Et puis, la première, bah, du coup, on est venu à Nantes, on a fait le déplacement, on a vraiment kiffé l'événement. Ça a aussi permis, bah, à ce moment-là, de rencontrer des collègues, où tu te parles toujours par réseau interposé ou à travers un téléphone. Là, ça t'oblige un petit peu à te prendre 2 jours off, sur Nantes. Tu vas voir du monde, tu vas discuter avec du monde, c'est super intéressant.
Voilà, on a rencontré les collègues du Griffoul, on a rencontré plein de monde. C'était juste en face de notre stand d'ailleurs. Et ouais, c'est super agréable de parler ensemble, de parler de nos problématiques, etc. Et ça crée un petit peu d'émulsion, ça crée du lien aussi entre nous. Et ça, c'est cool parce que bah, c'est un peu une phrase toute faite, mais en vrai, tout seul, t'avances parfois un petit peu plus vite, mais en tout cas, ensemble, il y a plein de perspectives qui peuvent s'ouvrir, il y a on peut chacun s'apporter un peu de force pour tel ou tel sujet, et ça, c'est cool, tu vois. C'est cool. Et puis après sur l'événement lui-même, bah voilà, c'était cool. Il y avait des conférences, c'était un vrai truc, voilà, animé avec des vrais sujets de fond qui sont abordés, etc. Donc ça, c'était cool. Et puis voilà, pour une première, vous vous êtes pas laissé déborder entre guillemets par le truc. Ça a commencé petit mais bien mené. En tout cas, c'est notre avis par rapport à l'année dernière. Et c'est cool, c'est un truc exactement comme ce que nous on fait, un truc organique qui grandit tranquille mais sur des bases solides. Et c'était cool. Et après, voilà, on n'en parle pas beaucoup, mais le jury de la Cup était un jury de haut vol, quoi, concrètement. Il y avait des vrais professionnels du secteur et pas que du secteur du CBD. Et puis à la fin, bon, même si on peut toujours discuter parce que ça reste un concours et puis il y a toujours matière à discuter sur un concours. Mais grosso modo, ceux dont on savait qu'ils allaient obtenir des prix ont obtenu des prix, grosso modo. On Euh, savait où Encore on se disait, une fois, ils font du bon boulot, quoi. ouais, voilà, c'est ça, Ouais. c'est ça. On se disait, voilà, lui il fait du super boulot, on le sait, lui il fait du super boulot parce que bon, ça reste un petit milieu et tout le monde se connaît, hein. Euh, et voilà, du coup, enfin, vraiment, ça a assis le truc où vraiment, enfin, il n'y a pas eu c'est un truc solide, quoi. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est cool. Les résultats étaient cohérents avec la réalité, quoi, finalement. Après, comme Même tu si dis, il tu Ouais, y en vois, a d'autres qui font du bon boulot bien sûr, et ouais, tout à fait. que malheureusement tu peux pas récompenser tout le monde et il y ouais, en a plein qui auraient mérité, tu vois. ouais, de fou, Ouais, hein. puis après, Ça reste après subjectif. on en a Ouais, bah, discuté, ça mais reste voilà. une cup, hein, c'est toujours, Ouais, heu, c'est toujours subjectif, tu as un produit entre les mains, tu donnes une note, mais ouais, non, c'était voilà. c'était vraiment un bon événement et du coup, ça nous a incité à remettre le couvert cette année, ouais. Top. Et du coup, après la victoire, ça s'est passé comment pour vous? Déjà, on n'a pas gagné. Mais vous avez gagné un trophée quand même. Vous avez pas Oui, fait premier, mais oui, vous étiez sur on le n'a pas fait podium. Vous avez pas ouais, perdu, ouais, mais vous avez carrément. pas gagné. Ah, d'accord, Bon, ok. on a fait 2 fois 3e place. On avait présenté 2 produits. Désolé, il y a mon chien qui on a fait donc on avait présenté 2 produits. On a fait, 3e sur les 2 produits et on était super contents parce que même si, quand tu regardes juste les réseaux sociaux, tu te dis: «Oh, ils sont à l'aise, c'est beau ce qu'ils font, ils font des belles vidéos, tout ça». Mais c'est beaucoup de travail et des fois, tu peux être un peu fatigué et ça fait grave plaisir quand tu reçois un prix comme ça. Tu as l'impression heu, que tu fais pas ça pour rien, tu es vraiment récompensé pour ton travail et c'est vraiment super cool. Après sur la commercialisation, l'impact, Charlie? Bah, c'est sûr que ça apporte de la visibilité. Je pense que tous ceux qui ont alors non seulement tous ceux qui ont participé au concours, même ceux qui n'ont pas gagné de prix, je pense que ça a quand même apporté quelque chose. Parce que, voilà, en discutant avec des magasins avec lesquels on travaille, par exemple, il y en a quand même une bonne partie qui ont pris la liste des participants ou la liste des résultats de la Platinium, et puis qui ont décroché le téléphone, puis qui les ont appelés les uns après les autres. C'est en gros comme ça que ça s'est passé. Et donc forcément, nous, de notre côté, ça a eu un impact positif, c'est évident. Après, la problématique pour nous l'année dernière, c'est que grosso modo, au moment de la Cup, on était quasiment en rupture de stock déjà. Donc, donc du coup, malheureusement, on n'a pas pu. C'est comme si tu étais devant le but, il n'y a pas de gardien, et tu n'arrives pas à mettre le but parce que tu n'as Parce juste que pas tu de pas la ballon devant balle. toi. Donc ça forcément, c'est un peu frustrant.
Mais bon, Malheureusement, je pense que ça ça permet quand même d'avoir un peu de visibilité et puis ouais, malgré tout, même si tu n'as pas ce qu'il faut au moment T, Bah, bah, tu as l'image, quand elle même. perdure, quoi. ouais. Ouais, c'est ça. Et puis tu as quand même fait des touches avec des potentiels clients, donc c'est toujours bénéfique, quoi. C'est top. Bah, nous, c'est ouais, c'est vraiment pour ça qu'on l'avait fait, donc mission réussie pour nous, on est grave contents. Ouais, Ouais. super. Bah, Euh, surtout pour une première, tu pas enfin, voilà, ça a pas une répercussion énorme, mais encore une fois, le marché du CBD, il reste petit et la répercussion, elle a été mesurable, clairement. C'était pas juste, ouais, on suppose que, Ouais, ouais. ouais, clairement, on a eu on a eu des appels, on a eu des sollicitations, de plein de gens, de médias, on n'a pas forcément répondu à tout, mais voilà, c'est ouais, le résultat était là, clairement. Trop bien. Ouais. Ouais, c'était un super événement. Ouais, j'espère que cette année ça va être cool aussi, hein. On a un peu le stress aussi nous de notre côté du coup parce que bah, l'année dernière tout le monde Mais il n'y a était pas de content. raison, hein. Et ouais non non bah y a pas de raison en vrai tu vois. Mais t'as toujours le stress du ouais tout le monde était content l'année dernière. Putain cette année il faut pas qu'ils repartent moins contents tu vois. Et c'est une autre pression que quand t'as fait ton premier événement où tu savais pas du tout où tu mettais les pieds. C'est que là faut Ouais, faire perdurer le truc tu vois. Et c'est un autre stress. ouais, c'est sûr. Ouais, Tu as toujours envie mais ouais, que ce soit parfait, ouais. Parce que vous êtes des ouais, ça va. passionnés, vous investissez vraiment. Ouais. Ça doit être ça, peut-être. Peut-être. Je suis pas sûr. Ok. Non, ça va le faire, c'est sûr et c'est clair que si des petits producteurs qui produisent des produits vraiment de qualité, sont récompensés, c'est cool, parce qu'on est voilà, il y en a plein qui font de la super qualité, enfin, en tout cas, il y en a un certain nombre. En Ouais, cette général, année, je pense que la compétition, elle va en être gé rude, hein. ouais. En général, ces producteurs-là, bah, ils participent à ces petits concours-là, parce que typiquement, voilà, c'est ce qu'ils font, c'est des produits de qualité et donc c'est cool si ça peut mettre la lumière, sur des producteurs comme ça, c'est cool. Bah oui, ouais, 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 c'est top. Et non, en plus, même si finalement tu gagnes pas à la compétition et tout, bah t'as aussi les retours des jurys qui te disent un peu, tu vois, par exemple, je sais pas, s'ils estiment que ta fleur elle était pas à maturité ou j'en sais rien, bah tu vois, t'as des gens qui te le disent franco, et si tu vois le truc qui revient sur plusieurs jurys, tu peux te dire que bon, il y a des trucs qu'il va falloir que t'améliores et ça te donne Ouais, des ouais, pistes d'amélioration aussi pour la fois d'après, quoi. ouais. Ouais, carrément, c'est utile. Et puis au-delà de ça, rien que l'échange avec tous les producteurs qui sont sur place, nous, enfin, tu vois, l'année dernière, on a parlé avec les frères Cana, avec Isno, avec, Joe de Pineapple, avec qui on parlait déjà avant, mais on s'est rencontrés là. Enfin, non, on s'était déjà rencontrés à la Spanabis. Mais tu vois, ça permet de vraiment pouvoir discuter avec des acteurs du marché, de passionnés et d'échanger sur plein de choses. Tu vois, les frères Cana, ils t'en parlaient la semaine dernière, d'échanger sur des techniques, sur faire du transfert de connaissances, tu vois. Ouais, Rien que ça, ouais. tu as gagné en fait. Puis je pense les Rien que ça, gens. tu as gagné ta journée, hein. Ah bah de fou, ouais. Ça fait grave progresser tout le monde. Et puis je pense que le Ouais, truc carrément. qui était cool aussi, c'est que bah, finalement tout le monde avait un peu la même vision, tu vois, de ce qu'on voulait voir dans le cannabis. Et du coup, il y a ce côté-là qui fait que c'est aussi plus facile du coup de nouer du lien avec les gens, quoi. Mmh. Tout à fait. Du coup, on arrive sur la fin du petit podcast. Je vais vous demander qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à quelqu'un qui veut se lancer maintenant là dans le CBD. Si c'est pour en Bonne culture, question. Ouais, en producteur, ouais, ouais. en producteur, ouais. Bah, vu que c'est plus de ce côté-là que vous taffez, ouais. Un conseil pour un producteur, moi je dirais plante plein de graines différentes et prends surtout le temps pendant toute la saison de t'asseoir et d'observer tes plantes.
Je sais pas si ça peut servir, mais je pense que au-delà de courir pour essayer de faire le maximum de quantité et tout, si tu prends le temps d'observer et de comprendre comment ça marche, tu gagnes un temps fou, je pense. J'en suis persuadé. Parce que c'est en comprenant comment les plantes fonctionnent et comment tu vas maîtriser ton travail que tu vas et du coup que tu vas réussir à sortir quelque chose de plus intéressant que en courant partout, même si la réalité de terrain, c'est jamais si évident que ce que je viens de dire, mais c'est le Ouais. conseil que je donnerais. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose de super important et on s'en rend compte, par exemple, aux différents événements qui sont organisés. Parfois, il y a des gens qui se lancent. Bah forcément, quand tu te lances, tu n'as pas d'expérience. Et, et c'est primordial de prendre le temps de se renseigner sur ce qui se fait, sur qui fait quoi, de passer des coups de fil. Tu vois, nous, on a régulièrement des producteurs bah, qui se lancent typiquement au téléphone. Euh, c'est pas forcément des gens qui vont travailler avec nous, mais, mais ils peuvent se renseigner à plein d'endroits différents, parler à plein de personnes différentes, à plein de sources différentes, à des syndicats, à des producteurs, à plein de monde différents, à des mecs qui ont des plateformes, par exemple. Enfin, il y a vraiment celui qui se lance, il a besoin d'avoir un minimum de compréhension de ce qui se passe s'il veut pas se planter. C'est là où je veux en venir, parce que moi, j'en ai rencontré à Bordeaux le 2 décembre dernier, où c'est des gens qui ont un vrai projet de vie axé là-dessus, qui mettent du temps, de l'argent et concrètement leur vie là-dedans et qui se grattent la tête en se disant déjà, bon, qu'est-ce que je vais planter? Euh, ce choix-là, il est primordial de, de bien le réfléchir, de bien le mûrir le truc. Hmm. Parce que, parce que concrètement, enfin, il y en a tous les ans, hein. Tous les ans, il y a des producteurs qui vont acheter un lot de graines de Dioica 88, je dis une connerie, qui vont se dire, ok, vas-y, je fais pousser ça, j'en plante 500 pieds, et puis malheureusement, c'est des gens qui survivront pas à l'année, en termes d'entreprise, je parle. J'espère que ça va pas plus loin, évidemment. Mais quand on parle de vrais projets de vie, moi j'ai discuté avec des gens, des fois ça me faisait de la peine, où je me suis dit, mais en fait c'est pas si rose que ça, Hmm. entre guillemets. Il faut être un minimum armé avant de se lancer, si tu veux pas vraiment te prendre le mur à la fin et tomber de haut, parce que voilà, on parle de gens qui veulent nourrir leur famille, c'est primordial, c'est important. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont lâchés comme ça. Voilà, on leur file un paquet de graines comme ça entre les pattes et puis démerde-toi. Et c'est des gens qui, concrètement, qui finiront pas l'année, c'est sûr. Hmm. C'est un peu, il y a aussi le côté nouveau business, genre en mode ça va être Tout à facile, fait. tu Ouais, vas vite faire de l'argent, regarde. En plus, tu sais, t'as plein de ouais, mecs qui vendent des formations, des machins, qui vendent un peu du rêve pour vendre leur Ah aussi, ouais. formation, et du coup, bah c'est C'est sûr un que marché qui est si. très jeune, donc fais très gaffe de pas te faire avoir. Ouais, de Il y fou. en a ouais. un sacré paquet qui sont là Ouais, pour t'avoir, ouais. pour rester poli. Hmm. Ah ouais, ouais, il y a un sacré paquet de gens qui surfent là-dessus, et bon. Ouais. Quand tu discutes avec les gens, tu t'aperçois qu'il y a souvent des noms qui reviennent. Donc, Non, mais il n'y a c'est rien de vrai que positif c'est dans important. cette interview. Mais si, justement, bah justement, Non, on mais donne si, que si, des tu dois. infos horribles pour que les gens ils se fassent pas avoir et que tu vois ils sachent où ils vont. En vrai, c'est trop bien. Ouais, c'est vrai. Mais oui, oui, ouais, il faut faire attention quoi. Et puis comme tu disais Charlie, du coup en discutant avec les gens, bah tu vas vite t'apercevoir que ah non, fais pas ça ou ah non, passe pas par un tel ou machin, tu vois. Et c'est vachement Ouais, important quoi. il faut pas se contenter d'un seul avis. Ouais, bien sûr. Je veux dire, il y a personne qui détient la vérité absolue ou qui a l'ensemble des solutions entre ses pattes en main. Il n'y a pas de messie sur le marché. L'important, c'est de se faire sa propre opinion, peu importe avec qui tu travailles, comment tu travailles, etc. Mais il faut juste c'est pas si simple, c'est pas tu vas prendre le premier lot de graines
qui te passe entre les mains et puis tu balances ça dans un champ parce que c'est sûr que tu vas te planter. C'est pas si simple que ça. Et parfois, quand on a au téléphone ou que tu rencontres sur des événements, moi, la dernière fois, c'est vraiment ce qui m'a frappé, quoi. C'est que je me suis dit, pour certains, putain, malheureusement, il a un vrai projet de vie parce qu'on prend le temps de parler, etc. Derrière, voilà, enfin, on est des êtres humains, on veut faire vivre nos familles, quoi. Et c'est des mecs qui n'arriveront pas à le faire, lancer comme c'est parti, et c'est dommage. Et c'est des gens qui parfois font partie d'associations, etc., mais de syndicats, etc. Mais voilà. Ouais, pas se jeter tête baissée, quoi. Vaut mieux bien étudier la Ouais. question avant. Mais après, pour finir sur une note positive, je veux dire, nous, on kiffe ce qu'on fait. Voilà, bon, je crois que on l'a fait transpirer au travers de différentes questions, etc. Mais c'est pas facile de produire aujourd'hui en France pour tout un tas de trucs, de choses. Encore du négatif, voilà. Mais en tout cas, C'est non, reparti, hein. On kiffe ce qu'on fait. Mais Mais c'est pas non, mais facile. voilà, parce que c'est ce dont on a parlé pour certains points, mais Ah, mais nous, oui. voilà, enfin, on kiffe ce qu'on fait, ça ne nous empêche pas d'avancer, d'aller là où on va. Et puis voilà, on a plein d'exemples autour de nous de producteurs qui se sont lancés l'année dernière, qui ont travaillé avec nous, qui ont travaillé avec plein d'autres personnes, qui se sont débrouillés par eux-mêmes aussi, et qui ont réussi leur année. Voilà, j'en avais un cet après-midi au téléphone qui me dit, voilà, là j'ai démarché 5 tabacs, je suis rentré dans 5 tabacs, je suis super content. Et ça, c'est génial, c'est génial. oui, ça peut aussi marcher. Ah, tout à fait, non mais complètement, complètement. Si tu t'en donnes les moyens et que tu as les bons conseils et que tu cherches bien, ça peut le faire. Ouais, tout à fait. Ok. Eh ben super. Merci beaucoup les gars pour le temps que vous avez accordé pour ce podcast. Bah, merci à Merci à toi. toi. S'il y a des gens sur le live, vous pouvez aller les suivre sur Instagram. Je crois que c'est Utoplante, tout simplement. Ouais, UTOPLANTE avec un S. Ou sans avec S. un S, S, ouais. ouais. Avec un S, ok. De toute façon, je mettrai les liens sous la vidéo YouTube. Et puis bah, du coup, pour les gens qui nous regardent, je vous dis à la semaine prochaine. Je sais pas encore qui sera l'invité, mais je pense que ce sera Salut à tous. sympa. Allez, je vous souhaite tous une bonne soirée. Salut!